Poésie, déclamation, Hum, c'est trop de travail. hein? C'est trop de travail. Quoi? C'est trop de travail. Cette marqueterie sonore, cette hyperconscience phonétique qui gouverne la composition des Alexandrins, chez Racine, chez Corneille. Là, c'est pour le théâtre, mais aussi bien chez Mabère, Et pourquoi? chez Valéry. Pourquoi trop de travail? C'est trop de travail pour qu'on se permette de les dire sans avoir soi-même beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement. Et là me revient à l'esprit le superbe enregistrement de Sarah Bernard. Oh non. Non. Il va du Dieu des morts déshonorer la couche, Non. mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, Oh. charmant jeune. Écoute, on l'adore nous aussi, c'est très beau, mais non, ne nous fais pas Sarah Bernard. On vient de dire qu'on va faire une vidéo parfaitement ordonnée, structurée, basée sur ta récitation d'abord des fragments du Narcisse, le premier des 3 fragments du Narcisse de Valéry, et puis tu m'as évoqué la musicalité du vers, ses rapports avec l'écriture. Tu dois aussi parler des différentes formes de déclamation. C'est trop de travail. Mais non, Trop. déclamation dans tous les domaines, pas seulement dans la pub, les annonces commerciales, mais aussi bien dans le journalisme radio-télé. Tu vas même t'amuser à faire écouter un poète style XXe siècle dire un poème façon XXe siècle. Tu dois même nous faire écouter une pub qui fait partie de ton travail. Et puis surtout, Paul Valéry, alors? Ah, tu veux bien répéter ce que tu viens de dire, préciser sur les Alexandrins, la déclamation, musicalité, tout ça? Oui, mais quand tu vois des Alexandrins, tu vois tout de suite que c'est des Alexandrins. La majuscule, la rime, et puis tout ce qu'on appelle la musicalité, pour peu qu'on y soit sensible. Or, Tu coaches? pour la diction des vers, j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup fait travailler, et je continue encore à faire du Coaching. vocal. Hier, je montrais une petite publicité que j'ai faite pour un gars qui fait des essais pour location, je montrerai ça une autre fois. J'essaie pour vous. Test marketing. Ce sont des acteurs, les premiers acteurs, ce sont des acteurs muets. Non, mais fais voir. Les acteurs du muet, non, pardon, les acteurs. Fais voir la pub. Les acteurs du cinéma, c'était d'abord des acteurs de théâtre, les premiers. Montre la maquette. C'est trop Non. de Non. travail. Fais pas ta mijaurée, on a besoin de voir. Les gens se rendent pas compte que pub, info, radio-tv, animation, c'est que de la déclamation. Montre ton job. Ta Camille, elle passe sa vie sur les chantiers. Mais aujourd'hui, sa fidèle pelleteuse a rendu l'âme. Elle veut trouver sa remplaçante. Voilà. Et d'ailleurs, c'est fait. Elle a trouvé la pelleteuse de rêve. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations du vendeur. En plus de ça, la pelleteuse est très loin de chez elle. Elle va donc en chercher une autre pendant des heures, se fatiguer, s'épuiser vraiment, s'endormir. La pauvre. Fin de l'histoire. Pardon? Vous êtes déçu. Dans ce cas, on rembobine. En fait, Camille découvre J'essaie pour vous, la plateforme qui délivre des avis d'experts sur vos biens d'occasion. Camille contacte un essayeur qui lui envoie un rapport détaillé de l'état intérieur, de l'état extérieur, du prix et de la qualité globale du produit. Elle gagne ainsi du temps, de l'argent et est rassurée. Alors, rejoignez-nous sur J'essaie pour D'accord. vous. Ça, c'est juste des modèles, des maquettes de déclamation publicitaire à état brut, pas de musique. Pour faire bosser les étudiants. Et c'est vrai que les inflexions, les intensités, tout le phrasé vocal est travaillé. Alors tu disais que pour les acteurs, premiers acteurs du cinéma, qu'ils viennent du théâtre, et ils sont habitués à La diction forte, les gestes exagérés. diction, gestes exagérés. Maintenant, si je dis un poème à bout portant, Pour le micro, je dois quand même garder quelque chose de la déclamation. gardez quoi? Je vais essayer de le faire avec les fragments du Narcisse. Mais Ouh, c'est costaud ça. pas en close-up, mais C'est ça, près du micro. toute la première partie des fragments du Narcisse. C'est réputé injouable. Je ne sais pas jouer, je sais confier à une comédienne. C'est trop de travail. Couard, lâche. Je dis pas que ce soit tout à fait nouveau pour moi. C'est-à-dire que tu veux faire une déclamation plus lisse. Tu gardes la stylisation des sentiments, mais
avec un relief moins accentué, c'est bien ça? Eh, mais du calme, oh, calme-toi. J'ai rien dit de mal, oh, ça va. Donc ce sera à voix nue, juste avec la technique acquise, pas de béquille de soutien musical extérieur. Peut-être que je garderai rien, peut-être que je garderai tout. Bon, fais-nous voir. Que tu brilles enfin, terme pur de ma course. Ce soir, comme d'un cerf, la fuite vers la source ne cesse qu'il ne tombe au milieu des roseaux. Ma soif me vient abattre au bord même des eaux. Mais pour désaltérer cette amour curieuse, je ne troublerai pas l'onde mystérieuse, nymphe. Si vous m'aimez, il faut toujours dormir. La moindre âme dans l'air vous fait toute frémir. Même dans sa faiblesse aux ombres échappées, si la feuille éperdue effleure la nappée, elle suffit à rompre un univers dormant. Votre sommeil importe à mon enchantement, il craint jusqu'au frisson d'une plume qui plonge. Gardez-moi longuement ce visage pour songe, qu'une absence divine est seule à concevoir. Sommeil des nymphes, ciel, ne cessez de me voir. Rêvez, rêvez de moi. Belle déclamation. Sans vous, belle fontaine, ma douleur, ma beauté me serait incertaine. Je chercherais en vain ce que j'ai de plus cher. Sa tendresse confuse étonnerait ma chair, et mes tristes regards, ignorants de mes charmes, à d'autres que moi-même adresseraient leurs larmes. C'est trop. Quoi? Mais tu y arrives très bien. Tu gâches tout, là, avec cette coupure. Allez, continue, sois gentil. Vous attendiez peut-être un visage sans pleurs, vous, calme, vous toujours de feuilles et de fleurs et de l'incorruptible altitude hantée, ô nymphes, mais docile aux pentes enchantées, qui me firent vers vous d'invincibles chemins, souffrez ce beau reflet des désordres humains. Très belle imagination valérienne. Je ne sais pas si les amateurs se rendent compte. Donc c'est un gros travail. Voilà. Heureux vos corps fondus, ô calmes et profondes. Je suis seul. Si les dieux, les échos et les ondes, et si tant de soupirs permettent qu'on le soit, seul, mais encore celui qui s'approche de soi, quand il s'approche au bord que bénit ce feuillage. Des cimes, l'air déjà cesse le pur pillage. La voix des sources change et me parle du soir. Un grand calme m'écoute où j'écoute l'espoir. J'entends l'herbe des nuits croître dans l'ombre sainte, et la lune perfide élève son miroir jusque dans les secrets de la fontaine éteinte, jusque dans les secrets que je crains de savoir, jusque dans le repli de l'amour de soi-même, rien ne peut échapper au silence du soir. La nuit vient sur ma chair lui souffler que je l'aime. Sa voix fraîche à mes vœux tremble de consentir. À peine dans la brise elle semble mentir, dans le frémissement de son temple tacite conspire au spacieux silence d'un tel site. Attends, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. La façon dont tu viens de dire me rappelle l'histoire du souper chez Rachel, rapportée par Alfred de Musset. Tous les invités étant partis, la très jeune et très jolie tragédienne... Bon, attends, là, je me dépêche, je vais pisser, puis je continue l'histoire. Donc la très jeune et très géniale tragédienne va lire rien que pour lui la déclaration
de Phèdre dans Racine. J'aimerais bien être à la place de Musset. Mais j'ai le texte sous les yeux, je vous en donne un extrait, c'est mieux. Rachel et moi, nous commençons à lire Phèdre, le livre posé sur la table entre nous deux. D'abord, elle le récite d'un ton monotone comme une litanie. Peu à peu, elle s'anime. Elle arrive enfin à la déclaration, elle étend alors son bras droit sur la table, le front posé sur la main gauche, appuyé sur son coude, elle s'abandonne entièrement, cependant elle ne parle encore qu'à demi-voix. Tout à coup ses yeux étincellent, elle pâlit, elle rougit. Jamais je ne vis rien de si beau, de si intéressant. Jamais au théâtre elle n'a produit sur moi tant d'effets. Alors, vous qui regardez cette vidéo, vous avez ici une grande leçon, celle que j'applique quand je fais travailler la voix pour peu à peu se mettre dans l'état de la déclamation et très progressivement prendre feu, mais un feu couvé, un feu contenu d'abord. Soit cet échauffement, ce recto tono, cette litanie monocorde que Rachel vient de montrer à Musset. Bien, on reprend. Ah oui, maintenant c'est la fameuse phrase de 8 alexandrins. Poésie, déclamation, c'est trop de travail, ça fait 1 heure que je le dis, c'est trop de travail, poésie, déclamation. Ça suffit, assez finassé, hein. Je vais finir par me fâcher, tu le fais très bien, et c'est la phrase des 8 alexandrins, montre-nous ça. Oh, douceur de survivre à la force du jour. Très difficile. Quand elle se retire, enfin rose d'amour. Ben, je te le dis. Encore un peu brûlante, hélas, mais comblée. Et de tant de trésors, tendrement accablés, par de tels souvenirs qu'ils empourprent sa mort, et qu'ils la font heureuse, agenouillée dans l'or, puis s'étendre, se fondre et perdre sa vendange, et s'éteindre en un songe en qui le soir se change. Quelle perte en soi-même offre un si calme lieu. L'âme, jusqu'à périr, s'y penche. Attention. Pour un Dieu. Ouais. Qu'elle demande à l'onde, onde déserte et digne, sur son lustre du lys effacement d'un cygne. Pas encore, attends. À cette onde jamais ne burent les troupeaux. Économie, on repart doucement. D'autres, ici perdus, trouveraient le repos. Et dans la sombre terre, un clair tombeau qui s'ouvre. Mais ce n'est pas le calme, hélas, que j'y découvre. Allez. Quand l'opaque délice où dort cette clarté cède à mon corps l'horreur du feuillage écarté, alors, oui, vainqueur de l'ombre, ô mon corps tyrannique, repoussant aux forêts leur épaisseur panique, tu regrettes bientôt leur éternelle nuit. Pour l'inquiet Narcisse, il n'est ici qu'ennui. Tout m'appelle et m'enchaîne à la chair lumineuse que m'oppose des eaux la paix vertigineuse. Ok, il reste un round, 5 minutes d'alexandrin. Je dis plus rien, tu vas donner le profondeur. Meilleur. Profondeur. Songe qui me voyait comme il verrait une autre vie. Dites, ne suis-je pas celui que vous croyez? Votre corps vous fait-il envie? Cessez, sombres esprits, cet ouvrage anxieux qui se fait dans l'âme qui veille. Ne cherchez pas en vous, n'allez surprendre aux cieux le malheur d'être une merveille, trouvez dans la fontaine un corps délicieux, mais ne vous flattez pas de le changer d'empire. Ce cristal est son vrai séjour, les efforts même de l'amour ne les saurait de l'onde extraire qu'il n'expire. Pire. Pire. Quelqu'un redit pire? Ô moqueur, écho lointain et prompt à rendre son oracle, de son rire enchanté, le roc brise mon cœur, et le silence par miracle cesse, parle, renaît sur la face des eaux. Pire, pire destin, vous le dites, roseau, qui reprîtes des vents ma plainte vagabonde.
Entre, qui me rendez mon âme plus profonde, vous renflez de votre ombre une voix qui se meurt. Vous me le murmurez, ramure, ô rumeur, déchirante et docile au souffle sans figure. Votre or léger s'agite et joue avec l'augure. Tout se mêle de moi, brute divinité. Mes secrets dans les airs sonnent ébruités. Le roc rit, l'arbre pleure, et par sa voix charmante, je ne puis jusqu'aux cieux que je ne me lamente d'appartenir sans force à d'éternels attraits. Hélas, entre les bras qui naissent des forêts, une tendre lueur d'heure ambiguë existe, et d'un reste du jour me forme un fiancé nu, sur la place pâle où m'attire l'eau triste, délicieux démon, désirable et glacé. Te voici, mon doux corps de lune et de rosée, ô forme obéissante à mes vœux opposés. Qu'ils sont beaux de mes bras les dons vastes et vains. Mes lentes mains dans l'or adorable se lassent d'appeler ce captif que les feuilles enlacent. Mon cœur jette aux échos l'éclat des noms divins. Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème, ô semblable et pourtant plus parfait que moi-même. Éphémère immortel, si clair devant mes yeux, pâle membre de perles et ses cheveux soyeux, faut-il qu'à peine aimé l'ombre les obscurcisse, et que la nuit déjà nous divise, ô Narcisse, et glisse entre nous deux le fer qui coupe un fruit? Qu'as-tu? Ma plainte même est funeste, le bruit du souffle que j'enseigne à tes lèvres, mon double, sur la limpide lame a fait courir un trouble, tu trembles. Mais ces mots que j'expire à genoux ne sont pourtant qu'une âme hésitante entre nous, entre ce front si pur et ma lourde mémoire. Je suis si près de toi que je pourrais te boire, ô visage, ma soif est ton esclave nu. Jusqu'à ce temps charmant, je m'étais inconnu, et je ne savais pas me chérir, me joindre. Mais te voir, cher esclave, obéir à la moindre des ombres dans mon cœur se fuyant à regret, voir sur mon front l'orage et les feux d'un secret, voir, ô merveille, voir ta bouche nuancée, trahir, peindre sur l'onde une fleur de pensée, et quels événements étinceler dans l'œil. J'y trouve un tel trésor d'impuissance et d'orgueil que nul vierge enfant échappé aux satires, nul aux fuites habiles, aux chutes sans émoi, nul des nymphes, nul ami ne m'attire, comme tu fais sur l'onde, inépuisable moi. Ah mais regardez, le dernier geste, retrouvé presque sans y penser, c'était celui de notre mise en scène des 3 fragments du Narcisse. Les voici, mise en scène, geste et actrice qui a accepté ce dur travail. Là, les 2 derniers vers de ces 3 fragments sont « L'insaisissable amour que tu me vins promettre passe, et dans un frisson brise Narcisse et fuit. » Cette même actrice dit, je la cite et je la comprends, « Jouer Phèdre après ça, c'est de la rigolade. » Poésie, déclamation. Oh, C'est trop de mais tu travail. gémis tout le temps.
Bon, c'est le métier, c'est pas facile, mais enfin, on assume. De fait, cette poésie valérienne joint la rigueur formelle de l'alexandrin à une suggestivité qui fait que l'interprétation se dérobe à toute approche trop confiante. Il faut vraiment aller chercher au plus loin, jusque dans ce qu'on pourrait appeler la psychologie différentielle, au plus loin de nos ressources d'expression. C'est une exploration, c'est une exploitation des domaines les plus reculés, les moins courus de l'univers des sensations humaines. Si je prends les 2-3 derniers vers du fragment qui vient d'être dit ici, « Nulle des nymphes, nulle amie ne m'attire, comme tu fais sur l'onde, inépuisable moi », c'est inépuisable et remarquablement bien choisi, musicalement bien sûr, mais parce que c'est le reflet que jamais Narcisse ne pourra puiser de l'eau qu'il offre à ses regards, et c'est encore cet inépuisable moi que Valérie, penchée chaque matin dès avant l'aube sur ses cahiers innombrables, ne parviendra pas à puiser, à saisir. Il écrira à la fin du solitaire « Je ne hais pas en moi cette immense amertume de n'avoir pu trouver le feu qui me consume. » Alors, de quel ordre ou de quels ordres précisément relèvent les difficultés de la déclamation demandée par une telle poésie? Eh bien, commençons par la difficulté de toute déclamation. Je me rappelle, Mallarmé dit « Chaque fois qu'il y a effort au style, il y a vers ». Eh bien, chaque fois qu'il y a prise de conscience des paramètres musicaux inhérents à la profération, à la voix humaine, il y a déclamation. Si on se rend compte du rythme, des hauteurs, des nuances, du timbre, l'accentuation, la pression, la détente. Je vais, comme dans les contractions musculaires, je vais plutôt forcer un peu, pousser vers l'avant, puis un seul coup retenir, revenir. Un vrai mouvement de vague. Après les différentes hauteurs, ça fait si faré. Là, si je me mets à parler en improvisant, ré fa si la, fa majeur, fa dièse majeur, c'est quoi ça? C'est un WhatsApp, message du directeur. Ton t-shirt pue, va te changer tout de suite, tu continueras à causer après. Tiens, ben suivez-moi chez les danseuses, les danseurs. Ils n'ont pas encore cours, là, on a encore pas mal de temps. Je passe un nouveau t-shirt. On va pouvoir évoquer le caractère vraiment physique de la déclamation. Reflet du caractère physique de l'écriture poétique du reste. Chaque fois qu'il y a effort au style, il y a vers. Chaque fois que nous prenons conscience de nos inflexions et que nous en jouons, il y a déclamation. Poésie et déclamation, c'est trop de travail. Ah mais il me semble que tu l'as déjà dit, non? Ou bien je me trompe? Hein? Arrête de parler de pognon. Arrête de parler de pognon. Intéressante interruption, je reprends. Un grand contraste m'étonne. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce contraste. À l'université, vous trouverez des professeurs tout à fait spécialisés dans les domaines de la linguistique, notamment les poéticiens qui peuvent étudier la stylistique, qui peuvent étudier la morphologie, la métrique. Ce sont des gens qui connaissent vraiment leur travail, qui connaissent la façon dont les vers sont construits. Je ne dis pas qu'ils savent en écrire, mais je dis qu'ils ont conscience de toute la partie technique de l'écriture. Or, quand vous regardez les gens qui écrivent des vers ou qui s'efforcent d'en écrire, qui essayent, la majeure partie du temps, vous verrez une grande inculture. Ce que je dis là n'est pas méchant, l'inculture n'est pas très grave, mais j'ai pu le vérifier. Et tenez, regardez là, sous vos yeux, l'image, le monsieur qui marche à pas comptés. Eh bien, il y a des gens qui s'imaginent que le poète doive compter. Si ça fait bien 10, un décasyllabe, 8, un octo, 12, un alexandrin, mais on ne compte pas. Il s'agit de composition des vers, et non pas d'une écriture. C'est spatial, c'est résonnant, ça n'est pas linéaire. Les zones du cerveau sollicitées ne sont pas celles d'un alignement arithmétique, pas du tout. Attends le danseur, attends, on laisse passer les vélos, laisse passer. Bonjour, hey. Voilà, on revient.
Mais tu nous fais quoi là comme figure, toi? Ouverture du genou, fermeture, équilibre sur une jambe, ouverture, déplié. Ok. Ouverture, balancer, ouverture, fermeture, extérieur, déplié. Non, 3 fois. Hop. Ah mais tu n'arrêtes plus là. Mais finalement c'est pas mal. Poésie, déclamation, c'est trop de travail. Ouais, Trop. je ne commande plus. C'est pas mal cet équilibre. Travail de la musculature profonde, soutien postural. Équilibre et coordination. Quand j'évoque l'écriture poétique comme physique, on écrit de tout son corps, on travaille dans la chair phonétique, ce n'est pas une image, je ne plaisante pas. Je crois vraiment à un engagement, un investissement neuromusculaire et dynamique, et aussi bien dans la diction. On est aux antipodes de la lecture muette, la lecture des yeux seuls. D'ailleurs, je crois que l'invention de la lecture muette a transformé beaucoup de choses, a fait passer beaucoup de choses dans l'abstraction, et les conséquences sont infinies, on en parlera une autre fois. Ah, tu recommences. Ah, j'ai dit ouverture de genou. Non, c'était ouverture de la hanche. Ouverture et fermeture de la hanche. Ouverture au caractère physique de ce qu'est la déclamation et l'écriture poétique. Ouverture tous azimuts, regardez. Bah oui, mais j'emprunte une fois de plus à Messiaen ce qu'il dit de la composition musicale, et ben je l'applique à la déclamation et à l'art de la composition des vers. Il a dit, c'est plus dur que de faire du concentré de viande. Ah ça, Messiaen, cet être amusant, cocasse. Mais justement, cet effort d'écriture dynamique, de diction vraiment physique, n'est-il pas là pour nous arracher à la pesanteur, à la lourdeur? Pesanteur aussi bien au sens de l'attraction terrestre, d'ailleurs à la gravité. Avez-vous écouté les poètes au XXe siècle lorsqu'ils lisent leurs textes? La grande majorité. Mais c'est d'une gravité, c'est d'un sérieux aux antipodes de ce qu'on appelle le jeu des vers, le poienne, le côté faiseur. Poésie, déclamation, c'est trop de travail. Tenez, je vous fais écouter un exemple, c'est le regretté Bernard Noël. Un visage, l'ombre gouverne sous les yeux, une pierre pousse entre nous. Là, dans cet enregistrement, Bernard Noël est âgé, mais j'avais eu l'occasion de l'entendre il y a bien au moins 30 ans, et même jeune, même plus jeune, il disait déjà, avec cette espèce de lenteur monocorde, un peu désincarnée. Tenez, je vous fais écouter son contemporain, Paul Celan, de l'autre côté du Rhin. Landeinwärts, hierher, verwehter Strandhafer, bläst Sandmuster über den Rauch von Brunnengesängen. Ein Ohr, abgetrennt, lauscht. Ein Aug, in Streifen geschnitten. Alors, pardon de vous interrompre, on a pu attribuer cette espèce d'évolution étrange à l'effondrement, l'écrasement, la destruction totale de l'Europe. Mais, pour ne pas citer Valéry, Cocteau l'a vécu, Aragon l'a vécu, Audiberti l'a vécu, et aucun n'est tombé dans cette écriture et dans cette diction, aussi bien l'une que l'autre, dépressive. Hein. J'entendais beaucoup ça dans les réunions de poètes dans lesquelles on m'avait entraîné lorsque j'avais 20 ans. Enfin, les réactions ne m'ont pas attendu. Tenez, les poèmes Les Tristes de Isidore Isou, ça vient de Hugo Ball 1915, hein, ou encore un Gerasim Lucas dans son fameux Passionnément. Hein, écoutez bien. Le faux pas, le pas, le pas, le mauve, le mauvais pas, Et puis on pense encore à la poésie sonore de Bernard Haitzik.
En 1974, lui a l'idée de superposer les bandes, les pistes sonores. Hein. Vous voyez ce que ça donne? Il y a des saxons. Il y a autour de Vaduz des Bavarois. Il y a autour de Vaduz des Silésiens, des Tchèques. On a l'impression qu'il cherche à sortir de cet enfermement. Hein. Tous les poètes d'après-guerre, beaucoup de poètes d'après-guerre semblaient intimidés par la fameuse parole d'Adorno. Après Auschwitz, il est barbare d'écrire de la poésie. Et en réaction, cette poésie sonore, comme cette poésie lettriste, tente de faire une brèche dans les barbelés. Et nous, nous, c'est le titre de cette vidéo, c'est beaucoup de travail, parce que nous, on veut faire une brèche dans tout ça. Poésie, déclamation, c'est trop de travail. Les textes de Luca, de Izu, de Heitzig sont quand même d'une indigence puérile. Écriture, déclamation omniprésente. Êtes-vous sûr, vous, de bien entendre? Non. 7 millions de Français entendent mal sans toujours s'en rendre compte, et trop souvent, lorsqu'ils consultent, il est déjà trop tard. 7 millions de Français entendent mal sans toujours s'en rendre compte, et trop souvent, lorsqu'ils consultent, il est déjà trop tard. Peut-être le rêve à portée de main des tricolores. Peut-être le rêve à portée de main des tricolores. Dans un instant, nous retrouverons en direct au Stade de France nos équipes, mais aussi à Marseille, à Lille, à Clairefontaine. Toute la rédaction est mobilisée. Rendez-vous également dans un instant. Nous retrouverons en direct au Stade de France, mais aussi à Marseille, à Lille, à Clairefontaine. Toute la rédaction est mobilisée. Rendez-vous également dans un instant. Voilà, 2 exemples tirés des présentateurs du journal télévisé. C'est la déclamation qu'on n'entend pas toujours comme telle, mais qui se trouve dans la pub. Camille, elle passe sa vie sur les chantiers, mais aujourd'hui, sa fidèle pelleteuse a rendu l'âme. Poésie, déclamation, c'est trop de travail. Elle veut trouver sa remplaçante, et d'ailleurs, c'est fait. Elle a trouvé la pelleteuse de rêve. Alors, rejoignez-nous sur J'essaie pour vous. Bien, cette fois, on y va. On prolonge, on précise. C'est trop de travail. C'est trop de travail. Cette marqueterie sonore, cette hyperconscience phonétique qui gouverne la composition des Alexandrins, chez Racine, chez Corneille. Là, c'est pour le théâtre, mais aussi bien chez Malherbe, chez Valéry. C'est trop de travail pour qu'on se permette de les dire sans avoir soi-même beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement. Voilà. Ah, c'est vrai que l'agencement de tous ces timbres de la langue française, hein, oui, je le dis naturellement, je le dis comme je vous parle en ce moment. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers. Non. Oui, prince, déjà il y a un non point tel. Oui, prince, je languis. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. D'abord, l'échauffement. L'échauffement par le recto-tono. Oui, prince, je languis. Il faut trouver la note déjà. Ça dépend, ça c'est la note de chacun. Sa hauteur moyenne en fonction de l'espace. Si je dois me mettre à hurler, comme ça m'est arrivé à Niamey, je crois que c'était dans l'après-midi d'un faune de Mallarmé. Je l'avais emmené jusqu'en Afrique. Et c'était un théâtre en plein air. Et dans la rue, il y avait l'appel à la prière dans des voitures donc, qui se déplaçaient et par haut-parleur. Et donc j'entends ça, et il y avait les spectateurs. J'étais obligé de lutter et d'essayer de prendre le dessus. Heureusement, il n'était pas à côté de moi, mais je devais dire, Mallarmé, ces nymphes, je les veux perpétuer. Là-bas, derrière, il y avait tout l'appel à la prière. Et vous voyez, ma note moyenne est beaucoup plus haute lorsque je dois couvrir un son. Là, entre nous, ces nymphes, je les veux perpétuer. Ces nymphes, je les veux perpétuer. Vous voyez l'écart? Sol, si, écart de sixte. Ces nymphes, je les veux perpétuer.
Lavignac, mais non, mais c'est pas avec Lavignac que tu vas me distraire. Attends, une édition de 1910, mais le gars il est né en 46, hein, le pédagogue. Ben non, c'est Solfège de Lavignac. Donc pareil, travailler, d'abord s'échauffer sur le recto tono, comme Rachel, la tête entre les mains, son beau front, très belle jeune femme, qui dit son Racine à Alfred de Musset. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. Je l'aime non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers. Mais elle le disait quasiment à mi-voix, peut-être proche du chuchotement. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. C'est l'échauffement. Je l'aime non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du Dieu des morts déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi. Là, il faut s'échauffer avec le moins d'effet possible. Mais déjà en prenant appui sur le travail qui nous a été mâché par le poète. Le travail de chaque syllabe. Non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du Dieu des morts déshonorer la couche. Et là me revient à l'esprit le superbe enregistrement de Sarah Bernard, qui va du Dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux ou tel que je vous vois. Et vous voyez cet appui, cette espèce de pression que l'on exerce sur chaque syllabe en fonction de l'intensité que l'on cherche à capter pour l'exprimer, pour la rendre publique. Évidemment, on est aux antipodes de la diction chuchotée proche du micro. Il faut imaginer, en fonction de la taille dans laquelle on se trouve, le meilleur choix possible. Et avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de sparring, beaucoup d'entraînement technique, entraînement en salle, au moment du combat, on est libre. Et là, on peut y aller. Et ce que fait Sarah Bernard. Que faisiez-vous alors? Il y a une voix bien plus aiguë, bien sûr, puis les enregistrements ont un peu transformé. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte, des héros de la Grèce, assemblait-il l'élite? Et cette espèce de vibrato contenu, ce que j'appelle la résonance contractée, j'en ai parlé dans la vidéo que je consacre à Gérard Philippe, c'est, prenez on va dire une assiette en plastique pour ne pas la casser, vous la faites tourner. Vous voyez là la courbe, les sinusoïdes en mathématiques, et vous appuyez, c'est dans Gérard Philippe, parle sans t'émouvoir, parle sans t'émouvoir. Oh, c'est un choc. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi trop jeune encore, ne pûtes-vous alors? Voilà, j'attire votre attention sur ces détails, mais lorsqu'on est pris peu à peu par le débit, d'abord, on y arrive très progressivement, on n'arrive pas à cet état d'un seul coup. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du Dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche. La grande difficulté, bien sûr, que la déclamation soit en accord parfait, en échange avec celui ou ceux à qui l'on s'adresse. Dans la peau de qui l'acteur doit-il se mettre? Évidemment, pour moi, l'acteur doit se mettre dans la peau du spectateur, uniquement. Et sentir tous les points de vue et d'écoute de la salle depuis lesquels il sera perçu, même quand il est au centre de la scène.
Bon. Ça, c'est pour le théâtre classique. Pour le théâtre d'art que je rêve de faire, Attends, c'est tout autre revoilà chose. les cyclistes. Pousse-toi. Tu raconteras ta vie après. Bon, alors tu disais quoi? Mais il y a des choses qui manquent au fait. Attends, j'ai besoin que tu redises tout ce que tu as dit avant les vélos. Tous les points de vue et d'écoute de la salle. L'acteur doit se mettre dans la peau du spectateur. Vas-y, même si tu veux pas le redire, c'est dans la boîte. Alors, redis-le. Hein. T'as été filmé, là, tu peux plus te déjuger. Redis-nous tout ça. Pour la déclamation, la grande difficulté... La grande difficulté, bien sûr, que la déclamation, poésie, déclamation, c'est trop de travail. Soit en accord parfait, en échange avec celui ou ceux à qui l'on s'adresse. Oui, ça, oui. Dans la peau de qui l'acteur doit-il se mettre? Évidemment. L'acteur doit se mettre dans la peau du spectateur, uniquement. Et sentir tous les points de vue et d'écoute de la salle depuis lesquels il sera perçu, même quand il est au centre de la scène. De la salle, tu veux dire? Même quand il est au centre de la salle. Ben tiens, tu te rappelles quand j'avais découvert le théâtre, la grande salle de la Cité internationale, là où allait être joué Adonis, le bord de scène si long, si rectiligne, la distance entre les premiers sièges et ce bord même m'avait vraiment horrifié. C'était vraiment un froid. Tu te rappelles que j'avais demandé la construction d'une sorte d'avancée de scène qui faisait cette scène et cette salle mieux s'épouser, faire corps. C'était les prémices de mon désir de théâtre immersif. C'est à la fois juste ce que tu dis et il y a aussi beaucoup de conneries. C'est pas que tu alternes les choses justes et les conneries. C'est que ce que tu dis est à la fois juste et complètement con. Parce que, simplificateur, évidemment, la difficulté est de démêler la justesse de la connerie, sauf qu'elles ne font qu'un. C'est un petit peu comme toi et moi, se mettre dans la peau du spectateur. Être conscient des différents points de vue et d'écoute dont nous sommes perçus depuis la salle. 2 points sur lesquels vraiment insister, 2 points à creuser. Et savoir dans quelle peau l'acteur doit se mettre me rappelle tout de suite d'abord un événement personnel, un soir où je jouais l'après-midi d'un faune de Mallarmé. Et puis me rappelle aussi la fin d'un film de Charlie Chaplin, Le Dictateur. Mais tout cela fait tellement corps, tout cela est tellement physique, tellement difficile à partager. Aïe, 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 comment on peut faire? Non, je crois qu'il faut qu'on retourne à la salle. Allez, à la salle de sport, allez, on y va. Et on essaie quand même de démêler tout cet imbroglio. Allez, on doit y arriver. On y va. Mais en fait, c'est difficile à expliquer puisque c'est vraiment une sensation physique, purement physique. La décrire verbalement, c'est une prise d'appui. Bon, j'ai dit tous les points d'appui, tous les points dont on est perçu, les points de vue et d'écoute dont on est perçu depuis la salle, depuis la scène, les autres comédiens, le public. Alors, les points d'appui sur la langue elle-même, et d'autant plus qu'elle a été composée par le poète. Ô semblable et pourtant plus parfait que moi-même. Ces syllabes sont tellement voulues. Ô semblable et pourtant plus parfait que moi-même. Éphémère, immortel, si clair devant mes yeux. Et la partie mélodique, bon là j'improvise, mais le texte, je l'avais quand même travaillé et fait travailler. Eh bien, cette source mélodique... Eh bien, vas-y, déclare. Oh, semblable, et pourtant plus parfait que moi-même. Ouais. Éphémère, immortel, si clair devant mes yeux.
Pâle mandre de perles et ses cheveux soyeux, faut-il qu'à peine aimé l'ombre les obscurcisse, et que la nuit déjà nous divise, ô Narcisse, et glisse entre nous deux le fer qui coupe un fruit? Qu'as-tu? Cette source mélodique, elle tient à la fois de l'improvisation, de l'hyperconscience dont je parle depuis le début de cette vidéo, des sons qui composent les sons de l'émission vocale, et pourtant plus parfait que moi-même, éphémère, immortel, si clair devant mes yeux. Et peu à peu, quand on finit par sentir cette chaleur, quand Rachel, devant Alfred de Musset, commence à prendre feu, une musique se crée, une musique vraiment se crée. Sauf que cette musique et cette chaleur ne sont pas toujours au rendez-vous tout de suite. Tenez, un petit bout du making-of. Cette clarté cède à mon corps l'horreur du feuillage écarté. Ah non, ça va pas du tout. Alors, vainqueur de l'ombre. Allez, on reprend. Quand l'opaque délice où dort cette clarté, mieux, cède à mon corps l'horreur du feuillage écarté, alors, vainqueur de l'ombre, ô mon corps tyrannique, repoussant aux forêts leur épaisseur panique, tu regrettes bientôt leur éternelle nuit. Pour l'inquiet Narcisse, il n'est ici qu'ennui. Tout m'appelle et m'enchaîne à la chair lumineuse, que m'oppose des eaux la paix vertigineuse. Vous avez entendu? La chaleur était là. Tu regrettes bientôt leur éternelle nuit. Au moment où le mot « nuit » est prononcé, c'est une espèce de saveur et d'intensité qui est liée à l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Les syllabes sont aussi bien modelées que modulées, et par la forme de l'alexandrin, et par la suggestivité de l'art de Valéry. Pour l'anecdote, tant d'années de travail avec les comédiens nous ont permis de remporter une petite victoire. Pour l'inauguration de la rue Blaise-Cendrars à Méréville, la concurrence était rude, mais c'est notre transsibérien qui a été choisi. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Ainsi peuvent profiter d'un peu d'expérience de déclamation le poème d'un Narcisse, la prose d'un transsibérien et des services commerciaux, pourquoi pas. Camille, elle passe sa vie sur les chantiers, mais aujourd'hui, sa fidèle pelleteuse a rendu l'âme. Qui a dit qu'on ne faisait que du café? Comme les arbres qui s'élèvent ensemble. Quand on a du mal à avancer, savoir que l'on peut compter sur quelqu'un pour nous aider est important. Comme nous savons que la douleur peut survenir n'importe où. Elle a trouvé sa remplaçante, et d'ailleurs, c'est fait. Elle a trouvé la pelleteuse de rêve. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Ah non, non. Malheureusement, ce n'est pas le seul souci. Il y en a un autre. Celui, comme dit Brancusi le sculpteur, celui de la difficulté non pas de faire les choses, mais de se mettre en état de les faire. On le voit ici. Votre sommeil importe à mon enchantement. Il craint jusqu'au frisson d'une plume qui plonge. Gardez-moi longuement ce visage pour songe. Vous voyez, quand les enfants récitent un poème, c'est leur récitation, bien souvent c'est, je ne me moque pas, hein, gna 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 gna, gna 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 gna. Hein. Attends, c'était quoi ce bruit? Attends, on va voir. Dans le couloir, c'était pas les vélos qui reviennent? Attention, non, rien, personne. Bon, bizarre. Bon, on reprend.
On en était à gna 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 gna. Mais on fait attention quand même à ce qu'on va dire, hein. Tu sais que les gens qui se moquent de l'alexandrin font déjà ta 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 ta. Si dans la déclamation tu commences à dire gna 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 gna, on va se moquer de toi, hein. On va se moquer de nous. Alors, tu disais quoi? Tu fais la tête? Allez, mais vas-y, dis-le ton gna gna gna. Mais non, mais ça paraîtra pas ridicule. Allez, vas-y. Aïe, 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 c'est susceptible. Allez! Hop. Quand les enfants récitent un poème. Un poème, c'est leur récitation. Bien souvent, c'est, je ne me moque pas, hein, mais gna 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 gna, gna 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 gna. Hein. Eh bien, ça n'est pas complètement exclu d'une déclamation professionnelle. Évidemment, la maîtrise va plus loin par l'expérience, la pratique artistique, mais... Mais attends, là je ne rêve pas, là. T'entends bien, là. Ça c'est les vélos. C'est les vélos. Ah oui, regarde, là. Bah, voilà, bah, tiens, le voilà. Bonjour, hey. Bon, ça suffit maintenant. Allez, on revient, ça suffit. Bon. C'est pas grave. Et en plus, tu avais une sonnette qui donnait le la. La la la. La 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 la, si. La 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 la. Et ça me fait penser... Attends, tu vas reprendre ton histoire de gna gna gna, mais justement, tu me fais penser... C'est une histoire que rapporte Valéry au moment où il composait, pendant les longues années de la composition de la Jeune Parc. Il dit qu'il était épuisé, il n'arrivait plus à avancer. Hein. Il parle très bien, et ça, on sait de quoi il parle. Nous aussi, on connaît de cette espèce de dégoût désespéré que laisse la page abandonnée. Et puis, je ne sais plus si c'est dans un café, il va tomber sur une page de journal, un article dans lequel un prince... On voudra bien m'excuser de ne pas avoir son nom en tête, il faudrait que j'aille chercher, j'ai la flemme. Donc ce prince, certainement amoureux de Rachel, racontait le souvenir qu'il avait des détails, des nuances de son jeu, qui était certainement extraordinaire. Et il note même, à ce passage, sa voix descendait jusqu'au fa. Ah non, c'est le solfège de Lavignac. Mais même, c'est pas parce que tu m'offres une belle édition d'un vieux solfège pourrave, bon, respect pour Lavignac, ça n'empêche pas que poésie, déclamation, trop de boulot, c'est trop de boulot. Laisse tomber. Fa jusqu'au fa grave. Fa, fa. J'aimerais bien entendre la voix de Rachel. Le conservatoire s'appelait Conservatoire national de musique et de déclamation, de musique et de déclamation. En ce temps-là, la stylisation musicale de l'expression vocale répondait parfaitement à la stylisation poétique de l'écriture. Et les spectateurs, les amateurs, n'auraient pas jugé juste, pertinente, valable la prestation d'un acteur qui aurait négligé le plan purement physique, vocal, le plan purement sonore de son interprétation. Nos langues natales, les langues que nous parlons depuis notre enfance, et comme toute autre langue, sont faites de conventions. Toutes les conventions grammaticales, lexicales, on n'en a pas conscience. Eh bien, le vers leur substitue des conventions qui sont, elles, conscientes, par lesquelles le poète va créer des figures inattendues, inentendues, et, l'on espère, mais il faut que ce soit vraiment un poète, donner à la langue ce que la plupart d'entre nous ignorions lui manquer, et nous donner à nous tous une conscience aiguë de notre condition, de notre conditionnement verbal. Et ce conditionnement inconscient touche aussi bien la manière dont nous parlons. Et cette fois, je parle de la manière, encore une fois, de la sonorité de nos paroles, de nos inflexions qui sont gouvernées par l'habitude. Olivier Messiaen, qui notait les chants d'oiseaux pour inspirer ses créations musicales, déplorait que le merle, par exemple le merle et peut-être d'autres oiseaux, était influencé dans son chant par la diffusion à travers les fenêtres des appartements, des maisons, des musiques de radio, de télévision. D'accord que poésie, déclamation, c'est beaucoup de travail. Ouais. Ah, en fait, tu l'as déjà vu. Vous voyez, hein. Et nous, humains, déjà à la naissance, nous ne pourrons plus jamais sortir des syllabes de la phonétique de nos langues natales,
Notre langue française exclut quantité de sonorités qu'il nous sera très difficile de prononcer par la suite. Nous ne les entendons parfois même pas. À ce conditionnement natal s'ajoute le conditionnement du temps dans lequel nous sommes, dont le travail de déclamation va nous sortir, mais en même temps il va s'en inspirer. Quoi de plus enrichissant que d'entendre un accent d'un pays étranger, que ce soit Suisse, que ce soit Maroc, que ce soit Côte d'Ivoire, pour nous faire entendre notre langue comme jamais entendue auparavant. Donc, résumé de tout ça, pour en arriver aussi bien au ta-ta-ta, ta-ta-ta de ceux qui ne savent pas ce qu'est l'alexandrin, que du gna-gna-gna-gna-gna de l'enfant qui, évidemment, ne peut pas être très adroit quand il débute en récitation de poèmes. 1. Le plan littéraire, l'écriture, qui déjà comporte une partie musicale dans l'agencement des syllabes. Et 2. Le plan sonore, la déclamation, poésie, déclamation. Oui, c'est trop de travail. Poésie, déclamation, c'est trop de travail. Poésie, déclamation, trop de travail. Je ne peux pas entrer ici dans le détail des exercices que je demande aux jeunes acteurs, aux comédiens ou à ceux qui doivent s'exprimer publiquement, mais on va s'en tenir à l'alexandrin. On va remplacer chacune de ces syllabes par une lettre de l'alphabet, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Les coupes sont, par exemple, non, même pas par exemple, il suffit de lire les vers, Racine, vous verrez des coupes 3, 3 et des coupes 4, 2, avec toujours l'hémistiche, 6, le respect de la césure à l'hémistiche. Si je m'amuse à le faire avec les lettres, ça va faire coupe 3, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Coupe 2, 4 ou 4, 2, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Mais non, non. Quand la chaleur est là, quand, je n'aime pas trop le mot, mais l'inspiration est là, l'abandon, le ressenti profond, charnel, ce sera par exemple, je parle juste du découpage rythmique, hein, pas les hauteurs, mais sur le recto tono, ce sera par exemple A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et puis les silences, les respirations. Oui, c'est un travail infini. Un travail dont le résultat dépasse d'ailleurs même l'érudition des gens qui vont invoquer le phrasé, l'accentuation naturelle du français. Il ne s'agit pas de ça. J'en avais parlé à Vladimir Volkov, auteur d'un joli livre qui s'appelle « Vers une métrique française », et il était choqué. Je lui ai dit « Mais si vous voulez accentuer naturellement le français en disant des vers, c'est comme si vous vouliez sucrer du sucre. » Tenez, je vous donne un extrait d'une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Déclamation poétique ». Régie, image, là où on peut stabiliser un peu, oui. Et allez, l'image, allez, toute ma vie, des bâtons dans les roues. C'est pas croyable. Je vous nuis, je vous gêne, que ne me laissiez-vous dissimuler ma peine? Ne pouvais-je mourir sans que l'on sût pourquoi? Mourir sans que l'on sût pourquoi? Sans que l'on sût pourquoi? Sans... Et vous voyez que il est mangé dans la prose. Sans que l'on sût pourquoi. Ça n'est pas facile de s'arracher à l'usage ordinaire de la langue. Ne pouvais-je mourir, ne pouvais-je, le déplacement d'accent peut vraiment nuancer, enrichir, affiner l'interprétation. Et oui, Rachel, Sarah Bernard,
Talma, Gérard Philippe. C'est un métier dans lequel il n'est pas facile d'entrer. Les enfants, pourtant, ont beau savoir, hein, qu'est-ce qu'il faut faire. Tiens, on va demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dire un poème? Il faut mettre le et avoir des... Pour bien réciter une poésie, il faut mettre le ton. Le ton. Pour bien la réciter, il faut mettre des émotions. Des émotions, oui. Mais comment? Quel ton? Quelles émotions? Et puis, quoi d'autre, les enfants? Est-ce que vous savez? Pour bien réciter une poésie, il faut articuler. Ah, il faut articuler. Oh, bien articuler. Ça, oui, tu as raison, garçon. Il y a même beaucoup d'exercices que l'on peut faire avec un crayon dans la bouche et en s'appuyant sur des phrases qui multiplient les occlusives, hein, les que, par exemple les R et les que, les gueux, gras, gros, grand, grain d'orge, ou bien les sifflantes et les chuintantes, le losange à Solange aux loges en Josas, le losange à Solange aux loges en Josas. Et vous, les enfants, lorsque pendant la récréation, vous allez tout au bord de la figure d'un camarade et que vous lui dites « Ton papa n'est pas pompier à Perpignan », juste pour lui postillonner dans la figure, vous faites un exercice de déclamation basique, fondé sur les labiales, les P, ça pourrait être aussi les B, B, P, M, B, P, M. S'exercer à articuler. C'est vraiment de l'entraînement sportif, c'est de la musculation absolument indispensable. Mais ça, je n'ai pas trop insisté dessus. Je pense que c'est acquis, je pense que tout le monde le sait. La déclamation évoquée dans cette vidéo se place sur un autre plan, et justement, vous entendre les enfants dire « il faut mettre le ton, il faut montrer des émotions ». Vous reprenez les recommandations données par vos maîtres qui sont justes, mais avouez qu'elles sont vagues. Comment concrétiser ces émotions et ce ton? Tout au long du XXe siècle, on a pu entendre « la poésie c'est ». La poésie c'est suivait des phrases un peu contournées, parfois joliment simples aussi. Tenez, René Char, la poésie est, de toutes les eaux claires, celle qui s'attarde le plus au reflet de ses ponts. Mais ça, c'est pris pour un poème. Pourquoi pas? Boileau disait bien que tout roman, écrit en son temps, au XVIIe, était un poème. Seulement, dire qu'une chose est une chose ne dit rien. Transformation d'un mot ou d'un groupe de mots dans un autre au moyen du verbe être. Antoine Huguel répond par un autre poème, si l'on veut. La poésie est, de toutes les huiles, celle qui s'attache le plus au bruit de ses fritures. Ça marche aussi. Quant au grand et féroce poète Raymond Broudier, il assène « La poésie est de toutes les bouses, celle qui s'accroche le plus aux pentes de ses chiottes. » Ah, je trouve qu'il a le jugement sain. Il récuse absolument tout le spiritualisme métaphysique, toutes les conneries de l'excitation mentale adolescente qu'on a si longtemps, pendant 100 ans, attachées à la poésie. 1h, 3 minutes, 25 secondes, 26, 27. Mais dis-moi, tu n'avais pas promis de parler de Stéphane Mallarmé, une impression, un souvenir extraordinaire. Et il me semble que tu avais aussi évoqué Charlie Chaplin. Alors tu as encore à dire sur la déclamation, certainement. Attention, ça commence à être un petit peu long. Poésie, déclamation, ah. C'est trop de travail. Ah, ça c'est pas mal. Ça tu ne l'avais pas dit. Allez, bon, on continue quand même. Comment le recto tono et le ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta, gna-gna, gna-gna-gna peut finalement quand même engendrer quelque chose d'intéressant. Alors, montre-nous. Montre. Ne cesse qu'il ne tombe au milieu des roseaux. Ma soif me vient abattre au bord même des eaux. Mais pour désaltérer cet amour curieuse, je ne troublerai pas l'onde mystérieuse. Nymphe, si vous m'aimez, il faut toujours dormir. Eh bien, la fantaisie nous vient. Pourquoi je dis dormir? Voyez, ce sont des idées qui viennent lors des répétitions
à l'époque où je ne savais pas du tout quels étaient les exercices de déclamation, où j'ai dû vraiment tout reconstruire. Ça a été un plaisir pour moi d'apprendre que l'acteur Talma, celui qui a, à l'époque de Napoléon, sous le règne de Napoléon, il a ramené le costume ordinaire, le costume de ville de son temps, sur les scènes du théâtre. On ne jouait plus dans les costumes des personnages, par exemple, de la Grèce ancienne ou de l'ancienne Rome. On jouait dans les costumes de 1810, costumes de civil. Et j'ai appris que Talma avait confié que lors des répétitions, quand il avait une trouvaille, il la mémorisait. Il allait la replacer dans les interprétations suivantes, sur scène, dans la vraie représentation, pour les moments où il n'avait pas d'autre idée. Ah ça, je crois qu'il faut le faire. Et parfois, on a des trouvailles tellement belles que ce serait dommage de les laisser perdre. Il faut qu'on se les remémore, ou bien qu'un coach, un assistant, un vocal, un metteur en scène, les note dans sa tête, ou bien en prenne note sur un dictaphone. Il y a 1000 façons de dire un texte. Il y a une seule façon de le trahir. Là, tout à l'heure, quand j'ai dit le narcisse, il y a eu des moments heureux. Je n'irai pas jusqu'à dire comme Sarah Bernard. Sarah Bernard, quand elle était particulièrement heureuse de la représentation qu'elle venait de donner, elle disait « Les dieux sont descendus ce soir ». C'est vrai qu'on est dans un état exceptionnel. Je ne sais pas si ça m'est arrivé souvent, mais je sais que ça m'est arrivé une fois. Au théâtre Mouffetard, notre spectacle Stéphane Mallarmé, Hérodiade, l'après-midi d'un faune, a de plus en plus plu au public et il a fini par faire salle comble la dernière semaine, c'est inattendu. Et lors d'une représentation, je jouais la scène finale, le cantique de Saint-Jean, la décollation de Saint-Jean, et ma tête surgit, solitaire vigie, les noirs vols triomphaux de cette faux. Et j'ai été saisi par l'idée de la mort de Stéphane Mallarmé. Étouffé d'un spasme de la glotte, alors qu'il était encore sur ses brouillons, sur les brouillons de son Hérodiade qu'il espérait terminer. Et j'étais bouleversé, vraiment bouleversé. J'ai retenu mon émotion, je l'ai filtrée, je pense qu'elle est passée dans la déclamation. Je ne veux pas le faire maintenant. Mais là, devant la salle, le soleil que ça halte, surnaturel exalte, aussitôt redescend, incandescent. Et c'est pour ça, il faut se mettre dans la peau du spectateur, oui. Je sentais l'émotion de toute une salle où il n'y avait que ma voix, vraiment que ma voix. Et je sentais Mallarmé mourant. J'étais bouleversé. Oui, j'étais dans la peau du spectateur. Le soleil que ça halte, surnaturel exalte, aussitôt redescend, incandescent. Je sens, comme aux vertèbres, s'éployer des ténèbres toutes, dans un frisson, à l'unisson. Et ma tête surgit, solitaire vigie, dans les vols triomphaux de cette faux.
comme rupture franche, plutôt refoule ou tranche les anciens désaccords avec le corps. Quelle de jeunes ivres, s'opiniâtres à suivre, en quelques bons regards, son pur regard, là-haut, où la froidure éternelle n'endure que vous le surpassiez, tous, ô glaciers. Mais selon un baptême illuminé au même principe qui m'élut penche un salut. Il n'y a pas la maîtrise de la déclamation ici. Le texte est dit d'une façon sèche. Le soleil que ça halte, non. Le soleil que ça halte, surnaturel exalte, aussitôt redescend incandescent, ou bien incandescent. Vous voudrez bien venir me voir, jeune homme ? On travaillera ça ensemble. Quelques décennies, si vous voulez. Ah oui, tout serait à reprendre avec l'expérience de quelques décennies de pratique. Ce n'est pas ce soir-là, bien sûr, que la salle a été subjuguée. C'est une captation, mais le souvenir reste vivant, vivace. J'étais dans la peau du spectateur. Je me sentais vu, mais j'étais de la plus extrême sincérité de comédien. Je vais prendre une image, un souvenir plutôt. J'avais regardé Le Dictateur de Charlie Chaplin. Je l'avais regardé en anglais. Bon, c'est pas une langue que je parle bien, mais on peut comprendre. Et le discours que Charlie Chaplin fait à la fin du film, je l'ai entendu doubler en français, dans la version française, mais je n'ai pas été aussi touché. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que Charlie Chaplin, dans le discours qu'il fait à Nuremberg, là, sur le grand espace où Hitler faisait ses conférences, c'est un discours complètement à l'opposé, un discours humaniste. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, regardez cette scène, le discours final de Charlie Chaplin dans Le Dictateur. C'est le comble de la sincérité de comédien. C'est le comble du jeu
d'acteur. Le fameux paradoxe de Diderot, complètement surfait, n'a plus aucun rapport. Je crois qu'il dit que l'acteur n'éprouve pas ce qu'il joue. C'est un autre plan que ça se situe. Encore une fois, je ne peux pas l'expliquer, il faut le ressentir. Comme dit Sarah Bernard, les dieux descendent. Charlie Chaplin est très émouvant, et apparemment, sans me comparer à des grandes figures comme Charlie Chaplin ou Sarah Bernard, mais je sais que ce fameux soir du théâtre Mouffetard, on peut dire que les dieux sont descendus. Je n'avais jamais été aussi sincère, mais la sincérité, c'est un moyen comme un autre, on en a conscience, et ça marche. Je ne sais plus quel homme politique disait « le meilleur moyen d'être adroit, c'est d'être droit ». Mais il y a beaucoup d'autres choses dont il aurait fallu parler dans ce sujet de déclamation, des sujets qui en font quand même partie. Le chant, ou simplement la chanson pop. Il faut que je porte ma croix, moi. Oui, le chant. Il y a quelqu'un qui écoute la façon dont Valérie dit ses vers. On sait qu'à l'époque, dire la poésie, on n'était pas tellement habitué à la proximité du micro, donc on continuait à déclamer. Regardez Apollinaire. Mon Mirabeau, c'est pareil. Par la surprise, c'est saisi, une bouche qui buvait. Une espèce d'emphase qui paraît étrange à nous autres qui sommes habitués à la diction, je l'ai déjà dit 1000 fois dans cette vidéo, tout près du micro. Alors, il y a quelqu'un qui pense qu'il est apte à faire la bombe. Attendez, je vais mettre ma... Là, je porte ma croix, là. C'est le tapis des souffrances. Ça travaille au sol, c'est parfois dur. Je le range et puis je reviens. Oui, donc, je parle assez fort. Vous entendez, j'espère? Poésie, déclamation. C'est trop de travail. Poésie, déclamation. C'est trop de travail. Trop de travail. Il y a un gars qui entend la façon dont Valérie dit... je ne sais plus de quel poème il s'agit. Ah, tu veux parler du gars qui voulait t'expliquer comment dire les vers en te bombardant de liens de chansons de Léo Ferré. Hein. Boum, 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 il y a au moins 5, 6. Il pensait avoir raison comme ça. Peut-être celui que j'ai enregistré. Et pourtant, parfait comme moi-même. Et le gars, il dit, oh là là, comme on disait à l'époque, je vais vous montrer comment il faut dire. Qu'est-ce que me fait cet abruti? C'était sur Internet. Il m'envoie un lien, un premier lien qui aurait suffi. Qu'est-ce que c'était? Léo Ferré. Tu me l'avais dit, ça. J'ai rien contre Léo Ferré, mais enfin, c'est sur une musique. Vous prenez une musique. C'est pas comme lorsque vous devez déclamer à voix nue, sans aucun support musical. Vous prenez une musique, c'est parti. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Mais enlevez la musique, je vais dire moi. Ça se passait, messieurs, autour de Courbessault. Les Boches nous donnaient de si rudes assauts qu'on dut se replier. Poème patriotique. Vachement naturel comme diction. Ça n'est pas ridicule si on enlève la musique. Et surtout, je continue à porter ma croix. Là, il ne se rend pas compte, mais pas plus. La plupart d'entre nous, nous nous rendons compte que la chanson et l'opéra, ce sont des formes absolument aberrantes de dire. Mais c'est l'habitude qui cache. Lorsque vous prenez un support musical, qui nous cache ce ridicule. Lorsque vous prenez un support musical, ça vous met dans un état d'esprit qui est en effet celui que demande la déclamation. Parce que cette musique nous porte ailleurs. Plasticité synaptique. Regardez, dernier petit exemple, j'en ai déjà beaucoup trop fait. Connexion neuronale autre. Ainsi, vers l'ombre souterraine, tu t'achemines à pas lents, porteuse de la torche et reine des vastes pays somnolents. André Gide, Perséphone, composé pour Stravinsky.
Ainsi, vers l'ombre souterraine, tu t'achemines à pas lents. Tu t'achemines à pas lents. Tu t'achemines, ça c'est un état d'esprit différent. Mais tu t'achemines à pas lents, porteuse de la torche et reine des vastes pays somnolents. Ton lot est d'apporter aux ombres un peu de la clarté du jour. Ton lot est d'apporter aux ombres un peu de la clarté du jour. Un répit à leurs mots sans nombre, à leur détresse un peu d'amour. Il faut pour qu'un printemps renaisse, que le grain consente à mourir sous terre afin qu'il reparaisse en moisson d'or pour l'avenir. Ça, c'est un peu la déclamation. Évidemment, je serai Maria Casares avec Alain Cuny, sous le Mistral au milieu de la cour du palais des papes. Il faut pour qu'un printemps renaisse, que le grain consente à mourir sous terre afin qu'il reparaisse. Bon, voilà. Mais si je suis chanteur, le ténor de la fin de Perséphone, dans la musique de Stravinsky, que Gide a détesté, c'est un autre sujet. Il faut pour qu'un printemps renaisse, que le grain consente à mourir sous terre, afin qu'il reparaisse en moisson d'or pour l'avenir. Et en plus de ça, pour qu'un printemps renaisse, le grain consente à mourir, ça c'est le ténor sous terre et le cœur terre. Les fausses relations chez Stravinsky, c'est extraordinaire. Bon, on reprend ou... Ah non, on reprend pas, on arrête là. Et moi je dis même il faut sortir là. On va s'aérer, tiens, on va essayer de retrouver les cyclistes. Viens, on sort. Oui, allez, on y va. Du Narcisse. Ouf. Michel Jarty. On est quand même mieux dehors là. Sa connaissance absolument extraordinaire de Valéry. Ça ne veut pas dire qu'il ait une connaissance aussi poussée de la poésie. Il a l'air de prendre ces alexandrins, dernière façon de Valéry, un peu à la légère pour leur qualité technique. Mais cette simplicité s'est acquise au prix d'une vie de connaissance de l'art du poète. C'est ce que je ressens. Alors, au fait, tu sais très bien que les ententes de Gide et de Stravinsky étaient tout à fait dans le sujet. Alors, on ne pouvait pas parler de tout non plus, hein, mais c'est uniquement en raison de la façon dont Stravinsky traitait la diction des vers. Et Gide, étant lui-même un très très bon diseur de vers, il s'attendait à autre chose. Voilà. Il faudra qu'on vienne quand même. C'est trop de travail.